Tu t'ennuies ? Tu n'as qu'à avoir une vie intérieure, alors tu ne t'ennuieras jamais. Cette vive remarque, cette objurgation agacée impérieuse adressée à son fils, Szymka Apachewski ou Opachewski, l'a brandie au début de l'autobiographie que lui consacre Pierre Pachet. Patrick Hochard l'avait relevée en tant qu'ouverture de cette scène de parole qui est déjà une affaire d'héritage. Cette vie intérieure, seul rempart contre l'ennui, recouvre évidemment une vaste géographie aux contours flous, au contenu encore plus incertain, sans cesse révisé et redessiné selon les dates et les âges, les lieux et les humeurs, les sujets et les objets abordés, les raisonnements tenus, les rêveries prolongées. C'est bien là, dans cette incertitude, qu'il faut sans cesse préciser, décrire, réviser, dans laquelle il faut circuler sans carte ni boussole, que l'on peut situer le travail intime et littéraire, intimement littéraire, de Pierre Pachet. À un niveau différent, il y a cette autre phrase, de la mère cette fois, à la fin de sa vie. Elle appartient au langage bouleversant et bouleversé, estropié, égaré de la dernière vieillesse que Pachet a noté dans son livre de 2007 Devant ma mère. Ce langage, il le restitue avec un scrupule saisissant, moins par piété filiale et mémorielle que pour retenir ce qui est en train de fuir, pour opposer dans un combat perdu d'avance ce qu'il nomme la dignité du langage au silence et à la mort. Je cite cette parole de la mère comme première, comme d'évangile. « Mon fils s'appelle Pierre. Si tu es mon fils, tu t'appelles Pierre. » Si la vie intérieure est un espace incertain, comment l'identité qui l'habite pourrait-elle être solide, avérée, assez forte pour écarter tremblements et soupçons ? L'être soi, écrit Pachet dans son étude sur Henri Michaud, on le rencontre plus qu'on ne l'invente. Il est moins coïncidence avec une substance intérieure que surprise et découverte. Tout quant à soi est donc appelé à se déliter, à devenir une maison ouverte à tous les vents, ceux du dehors et ceux du dedans. Incontestablement, il y a là les prémices d'un choix d'existence, les premiers mots d'une philosophie de vie et de littérature. Mais il faut rester circonspect quant aux définitions dans ce domaine. On peut dire que Pierre Pachet, tout en étant un grand écrivain de l'intime, contourne, avec une conscience aiguë et obstinée, à la fois ironique et dramatique, l'exercice autobiographique, tout en y revenant sans cesse, mais toujours de biais, obliquement. Ou bien partiellement, comme dans L'amour dans le temps, livre publié en 2005, le sous-titre de l'ouvrage, Essai autobiographique, est intéressant en ce qu'il laisse planer une ambiguïté volontaire. Il joue pour ainsi dire sur deux tableaux, celui de l'essai et celui de l'autobiographie proprement dite. D'un côté, le récit de soi, de ses amours, plaisirs et désirs, de l'autre, une réflexivité permanente, nourrissant et justifiant le récit. D'ailleurs, peut-on isoler et spécifier raisonnablement l'exercice en question ? Dans quelle mesure ou démesure la figure de l'autobiographe peut-elle bénéficier ou se prévaloir, comme on le dit en photographie, d'une haute définition ? Dans un entretien en 2011, au moment de la sortie de Sans Amour, Pachet déclarait « N'étant pas capable de construire des univers fictifs, et je le regrette, c'est autour du mystérieux domaine intime, qui n'est pas nécessairement autobiographique, parce qu'il s'agit aussi d'une intimité avec le lecteur inconnu, que j'ai construit, ou plutôt laissé se développer mes livres. » Partagé avec le lecteur inconnu, non voué au solipsisme, ce domaine intime offre à l'écrivain assez de perspectives, de variantes et de points de vue pour qu'il n'ait rien à envier à l'imaginaire romanesque, qui ferait ici d'ailleurs pas les gênantes figures, une figure presque incongrue. Dans un autre entretien, 2 ans plus tard, il parle de son incapacité à laisser se développer une histoire. Je suis sans cesse interrompu par cette vigilance, par le souci de contrôler, de savoir à peu près où je vais, de respecter le réel dans ce qu'il m'oppose d'arguments contraires, de réalités qui résistent. À l'instant, nous étions dans une vision de l'existence. Ici, nous voyons se dessiner les premiers traits d'une poétique. Au centre de cette poétique, cette notion exaltante et féconde d'une vigilance qui, paradoxalement, dérange, désoriente, interrompt, ne cherche aucune maîtrise, qui déborde de tous côtés la personne de l'auteur. Mes pensées les plus intimes, je veux qu'elles tiennent compte de ce qui se joue dans les rues, dans l'espace public, dans l'espace des pensées, écrit-il. Classiquement, l'intimité est un espace privé, privatif ou privatisé.
écrivant à partir d'elle, appuyé imprudemment sur elle, subissant ou recherchant son vertige, l'auteur invite le lecteur à visiter cet espace non plus privé mais public, partageable. Recevant cette invitation, quelquefois pressante, ce même lecteur n'a donc pas à craindre d'être indiscret, d'entrer par effraction chez l'autre. Pour Pachet, une connivence s'établit même nécessairement avec ce lecteur au sein de cette intimité, en regard d'elle. Dans cette même direction, Pachet raconte dans l'œuvre des jours avoir entendu dans une conversation téléphonique du voisin ou de trottoir ou d'autobus une intimité composite sans unité de style, celle d'une individualité inaboutie. Cette individualité inaboutie est bien le sujet de ce que Pachet nomme, avec justesse, dans les premières lignes de Aux aguets, l'expérience d'une conscience inquiète pourvue d'une vigilance démesurée. À nouveau, cette notion centrale et opératoire de vigilance, chez un Pachet qui tient, chronique, étudie, expérimente plutôt le sommeil et le rêve, qui voyage tout en se regardant voyager. Un Pachet qui ne se revendique jamais comme centre de lui-même, d'un univers conquis ou à conquérir. À propos de l'individualité, je renvoie électivement, mais pas exclusivement, à l'essai sur Baudelaire et aux études sur Michaud, Naipaul ou Rochdy, ainsi qu'à l'introduction du livre qui les a rassemblés. Juste cette remarque à propos des paradis artificiels de Baudelaire. Pachet note que le je s'y détache de l'expérience elle-même, la commente avec impartialité, quelquefois avec ironie. Le je n'est jamais celui de l'opiumane ou du hachichine, mais celui de l'observateur, de l'annotateur. Et dans le grand âge, c'est en tout cas le penser à soi comme à un autre qui est la base de la vraie pensée, là où se défait l'absolue solidarité avec soi-même. Cette position diversement définie ou exprimée sera toujours celle que Pachet revendiquera, non par goût du retrait ou par prudence, mais pour mieux entendre et comprendre, pour restituer quelque chose qui sourd de l'intimité, qui en déborde, qui n'est pas destiné à revenir à soi. Claude Mouchard l'exprimait mieux que moi en parlant dans son étude sur Pachet, dans Qui si je criais, il parle donc d'une constante translucidité qui distend toute anecdote autobiographique. Une chose me frappe à propos de Pachet, mais aussi bien au-delà de lui. L'intime, au sens large et indéterminé, lorsque survient l'idée, le besoin ou le désir de l'écrire, d'en tenir la chronique ou le journal, n'est que très rarement, peut-être jamais, un sujet joyeux, un espace débordant d'heureux agréments, de plaisirs variés et renouvelés, de distractions, de rire ou de sourire, d'enthousiasme. Il peut en revanche devenir catalogue, recensement, comptabilité des jours et des amours. Par exemple, Amiel, archiviste de sa propre vie pour les jours, Jacques Lemarchand pour les amours. Mais là encore, la gaieté, l'énergie vitale, le désir de croquer la vie à belles dents ne sont pas de mise. Le 3 avril 1857, Maurice de Guérin, cité dans les baromètres de l'âme, note « L'étendue morale qu'embrasse ma vie est comme une solitude couverte d'un ciel pâle, immobile, sans saison. » Même si Pachet ne partage pas, du moins dans les mêmes nuances météorologiques, de ce ciel pâle, immobile, sans saison, et s'il note même si Pachet ne partage pas, du moins dans les mêmes termes, la mélancolie de l'auteur du Centaure, il connaît fort bien, je crois, toutes les nuances météorologiques de ce ciel pâle, immobile et sans saison. Et s'il note dans Quelqu'un, texte essentiel conclusif des essais rassemblés dans Aux aguets, qu'il ne peut rester ouvert, totalement poreux, perméable à tout vent et à tout son, qu'il en serait malade, qu'au contraire il lui faut se ceindre, par exemple, d'indifférence, il exprime une sorte de vœu pieux. Comme le ciel pâle tout à l'heure, cette porosité est bien présente et agissante, dût-il en tomber malade. Pierre Pachet est donc une sorte de phénoménologue de lui-même. Là, je repense à ce qui a été dit ce matin. Non pas du territoire défini et balisé de sa propre personne, mais du tissu de ce que Michaud nommait ses propriétés. Le terme doit être entendu au sens très large. Un territoire en continuelle extension, que le sujet habite, essaie douloureusement, obstinément, d'habiter, avec attention, curiosité et responsabilité, dans lequel il circule et pâtit. Un territoire qui a également une histoire, une mémoire, une ou des politiques, avec des noms et des lieux, des noms de lieux et de personnes. On sait l'importance et la gravité de cette mémoire dans toute l'œuvre de Pachet.
Si la phénoménologie, selon Michel Henry, est une manière de s'éprouver soi-même en chaque point de son être, il faut admettre que cet être n'a pas vocation à se refermer sur lui-même, mais à s'ouvrir au monde ou à minima à son monde. Parce que le centre est bien là, en soi, et même si le cercle s'élargit sans cesse, change de surface, d'inclination ou d'inclinaison, c'est vers ce centre que tout converge, c'est par lui, à partir de lui, que tout est ressenti, vérifié. Et cela, dans le cas de Pachet, avec la plus grande méticulosité, presque jusqu'à l'obsession. Mais que l'on ne s'y trompe pas. Je ne suis pas en train de pointer un narcissisme caché ou honteux, secrètement proliférant, ni même méthodologique. La convergence vers soi n'a de sens que parce qu'elle favorise cet élargissement, ces changements de surface. Au début du grand âge, Pachet exprime le désir et le projet de raconter ce qu'il nomme le temps étrange du vieillissement, qui tombe silencieusement comme la neige en assourdissant tout. Je note qu'il n'a alors, comme il le souligne lui-même, que 54 ans. Je voudrais citer un peu longuement 2 paragraphes de ce livre d'une admirable lucidité qui synthétise fort bien à mes yeux, dans la terminologie et la démarche pagetienne, ce que j'essaie de dire ici. Cette page souligne aussi le rapport de distance et de méfiance, d'ironie cachée, que l'écrivain entretient avec la mélancolie et davantage encore avec la nostalgie. Je cite donc. « Autrefois, il y avait entre le monde et moi une sorte de partenariat. Lui n'était pas forcément amical ni propice, mais en tout cas il était là, avec sa solidité, sa permanence, qui préservait de la folie, de l'enfermement en soi. Il était toujours là quand on se réveillait, qu'on dessoulait. Sa mobilité même, son agitation profonde, était pour nous une assise. C'était contre lui, à son contact, que nous éprouvions notre solidité ou nos fluctuations. Nous voici désormais divorcés d'avec lui. Il s'est retiré. Il est pleinement là pour d'autres, pour les autres, plus pour nous. Il est à distance, hors de portée. Devenu objet de croyance, car nous savons bien, nous croyons de toutes nos forces et de tout notre savoir que le monde est toujours là, que le trottoir d'en face n'a pas bougé, que les marches de l'escalier se succèdent dans l'ordre convenu, que les touches du cadran téléphonique sont toujours dans le même ordre, qu'on s'aperçoit avoir mémorisé, que la cuisinière est à sa place. Mais elle n'y est pas d'elle-même, spontanément. Il faut reconstruire sa présence, tendre le bras, s'avancer et vérifier. Le monde est à vérifier. Dès lors, on n'est plus seul, non. On a fait la connaissance d'une solitude ignorée, dont on ignorait qu'elle était possible. » Fin de citation. Il n'est pas utile et pas vraiment possible, faute de temps, de commenter longuement cette page, qui est l'une des illustrations ou des traductions de la vigilance dont il fut déjà question. Vigilance soumise, ployant ou renaissant, se modifiant, mûrissant, changeant presque de nature sous le harnais de l'âge. Vigilance qui répudie, d'une certaine manière, le moi et le je, le quant à soi. Un nous, un on, à la fois vague, indéterminé, et comme d'obligation le remplace significativement dans les lignes que je viens de citer. Ce n'est pas une coquetterie. Claude Mouchard soutenait que la présence obsédante du je chez Pachet est encore plus tenace quand il n'est pas explicite. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette interprétation, même si je comprends sa logique. Ou bien il faut admettre que cette ténacité n'est pas une affirmation, qu'elle ne figure nullement une omniprésence du je qui parle et se tait, se retranche ou se multiplie. Dans le même article, Mouchard ajoutait, d'une manière à mon avis plus convaincante, « Toujours il faut que le je soit impliqué directement, substantiellement. Substance à trouver, concluait-il, dans l'hyperbolisation cruellement lyrique de la conscience. » Pierre Pachet ne trône donc pas au milieu de ses livres, pas plus au milieu de ses livres qu'au centre de lui-même, y compris dans les livres qui ont plus directement un caractère autobiographique. Et même si l'on pousse plus loin abstraitement dans cette direction, on peut presque dire qu'il ne se positionne pas à leur origine. Il cherche au contraire constamment à se décentrer, à faire un pas de côté, repoussant toute position de maîtrise. Mais s'il faut être plus précis et circonspect, non pas toute position. Une maîtrise est assurément nécessaire, sans laquelle l'argumentation développée, et jusqu'au style qui permet de la développer, s'écroulerait dans l'inconstance. Il n'empêche qu'il parle de sa mère, de son père, de son épouse, de leur vie et de leur mort, qu'il parle de femmes croisées, observées, désirées, qu'il disserte sur Baudelaire, Michaud ou Naipaul, il ne cherche surtout pas à s'arrimer solidement en surplomb de son sujet.
Non, ce qu'il aime, ce dont il a un besoin vital, c'est de circuler librement, de n'être jamais là où il pourrait lui-même s'attendre. Circulant, il s'allège d'un certain poids de présence, il congédie sa propre pesanteur. Il écrit par exemple « La vie mentale est vouée à la mobilité, la liquidité, la substitution des moments les uns aux autres. » En parlant aux autres, on s'éclaircit la voix, qui sinon s'enroue, s'assourdit, soutient-il. Et aussi, à chaque moment, on a des paroles dans la tête. Je ne veux pas dire des expressions entières ou partielles, des mots ou des demi-mots, je pense à des impulsions de phrases que l'on forme ou laisse se former en soi. À la concentration sur un noyau supposé dont il serait urgent de déterminer la cohérence et l'unité, Pachet préfère donc la dispersion. Pour reprendre une de ses expressions, il ne faut pas que la vie mentale demeure soudée à elle-même. L'injonction n'a pas pour but d'entériner un renoncement, un abandon de nature mystique ou spirituelle, mais à nouveau un élargissement, une aptitude à ressentir et à entendre le monde. Je terminerai sur la citation d'une longue parenthèse dans Le Voyageur d'Occident, datée du 16 décembre 1981, jour de l'instauration de la loi martiale en Pologne. Pierre Pachet parle de l'émotion qui accompagne les commentaires politiques à la radio. Il conclut ainsi sa digression. L'émotion est source de pensée, en même temps qu'elle détruit la pensée. Elle demande de la pensée, lui impose des conditions, lui donne du prix, la bouscule, se montre exigeante avec elle. Moment précieux où penser quelque chose devient si démuni, fragile, risque sans cesse d'être balayé, ne peut exister que sur sa propre fragilité. Protester et respecter cette fragilité. Je vous remercie.